Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour et bienvenue dans le podcast Objectif Durable produit par Capgemini. C'est le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui portent la voix du changement dans leur entreprise en direct du studio du 147. Alors dans ce nouveau numéro, on va parler des IBAC. Ces territoires pionniers de la décarbonation, de l'industrie, levier de réindustrialisation bas carbone. Après une longue période de délaissement, la réindustrialisation est de nouveau visée politiquement notamment. Alors les récentes crises sanitaires, géopolitiques ont aussi montré la portée stratégique d'une industrie localisée sur le territoire. Pour atteindre les objectifs ambitieux de la feuille de route France 2030, les zones industrielles bas carbone, ZIBAC, donc ont la mission de faciliter le déploiement sur le territoire de solutions technologiques, d'infrastructures et de réseaux nécessaires à la décarbonation. Pourtant, les projets sont complexes, soulèvent de nombreuses difficultés. Alors comment une collaboration publique-privée peut permettre d'accélérer le développement d'industries durables? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Objectif Durable, une émission présentée par Valère Coréard. En présence d'Emeline Baume, tu es vice-présidente à la métropole de Lyon et à tes côtés Frédéric Laroche, tu es directeur général d'Accélera. Bonjour à vous deux. Bonjour. Peut-être une première question, Emeline Baume, donc vice-présidente à la métropole de Lyon. En quoi consiste cette fonction ? Quel est ton périmètre ? Alors, j'ai la chance d'être en responsabilité pour un territoire d'1 400 000 habitants qui comprend 80 000 emplois industriels. Et donc, dans mon champ de responsabilité, il y a l'économie et dans l'économie, il y a l'industrie. En ayant en tête ce que tu as indiqué, c'est-à-dire la feuille de route nationale bas carbone et la trajectoire climatique du territoire de la métropole de Lyon. Et donc, dans mon champ d'activité, il y a activé un maximum les TPE, PME, PMI, ETI et grands comptes du territoire pour décarboner et en même temps pour tenir les enjeux sociaux. Frédéric Laroche, tu es directeur général d'Accélera. Qu'est-ce que c'est Accélera ? Accélera, donc c'est un pôle de compétitivité qui regroupe un peu plus de 400 adhérents dans les domaines de la chimie, des industries de procédés et de l'environnement. Ces adhérents, pour à peu près 80%, sont des entreprises, start-up, PME, TI, groupes. Et puis à peu près 20% sont des laboratoires de recherche, des universités de Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne. L'objectif de ce pôle, donc, c'est d'accompagner l'innovation et le développement de solutions durables dans l'industrie pour contribuer à répondre à l'urgence climatique et environnementale. Et donc on accompagne nos adhérents sur des enjeux qui vont du déploiement des matières premières renouvelables, développement de procédés coefficients, le recyclage, la valorisation de déchets et également les enjeux de préservation des ressources naturelles, donc l'eau, l'air et les sols. Et on mène cette mission avec le soutien de partenaires publics, dont la métropole de Lyon, qui est un partenaire d'origine du pôle, qui a bientôt 20 ans maintenant. Emeline Baume, je parlais en introduction des IBAC, donc ces zones industrielles bas carbone. Tu peux nous rappeler le concept ? Alors, c'est un parti pris national d'accompagner des territoires industriels à décarboner. Donc, pour cela, il y a eu un appel à projet de l'ADEME, donc de l'argent public national mis sur la table pour inciter et accélérer les opérateurs sur les territoires à faire plus et mieux ensemble de la décarbonation. On s'est saisi de cet objet-là sur le territoire, donc de la métropole de Lyon et plus particulièrement le bassin de vie nommé Vallée de la Chimie, qui est traduit au travers du pacte pour l'impact qui a été signé par 42 organisations, les organisations étant les grands comptes type Total, Elkem, Domo, Arkema, etc., qui sont sur la vallée de la chimie, mais aussi les communes, c'est important de le citer, aux côtés de la métropole, ainsi que des facilitateurs et accélérateurs. Donc, on s'est saisi de l'opportunité de ZIBAC pour porter le projet Déclic, qui veut dire décarboner la vallée de la chimie, effacer 40% des gaz à effet de serre à horizon 2030 et 80% à horizon 2050, sachant, petite anecdote, que la vallée de la chimie, c'est un peu plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Ah oui, donc là, vous portez une grosse responsabilité, non ? Oui, tout à fait, oui. Frédéric Laroche, vous venez justement de signer un accord de consortium assez unique dans le cadre de ce projet. C'est un premier acte de gouvernance ? Alors c'est un acte de gouvernance de plus parce que dans la vallée de la chimie, comme l'a évoqué Emeline Baume, on part pas de rien. Il y a eu une charte entre les industriels, la métropole de Lyon et la préfecture qui déjà mobilisait les acteurs pour accompagner et inciter à la transformation de cette plateforme industrielle. Puis un acte de gouvernance plus orienté projet, c'était l'appel des 30 qui est un appel à projet pour sourcer des projets
clean tech, écotech à implanter dans la plateforme industrielle plutôt typée chimie-pétrochimie, qui fédère 13 industriels, un institut de recherche, l'IFPEN, la métropole de Lyon et Accélera en tant que pilote du projet pour aller encore plus loin sur les enjeux de décarbonation. Donc oui, c'est un acte de gouvernance de plus et j'espère que ce ne sera pas le dernier, qu'on aura d'autres actes de gouvernance pour faire projet dans les années à venir. Est-ce que le parti pris du collectif Emeline, c'est vraiment un élément clé du projet? Pas évident aussi de regrouper tout le monde autour d'un même objectif? Oui, alors c'est essentiel en fait cette dynamique collective parce que sinon on va fonctionner comme on dit toujours en silo. L'État, donc l'Adréal et la DDT d'un côté, la métropole de l'autre côté avec son plan climat air énergie territorial. Et puis petite spécificité de la vallée de la chimie, les industriels, il faut avoir en tête que la majorité des industriels présents sont des industriels mondiaux et donc les centres de décision ne sont pas sur notre territoire, d'où la nécessité de faire ensemble. Et pour faire ensemble, c'est d'abord d'identifier d'identifier ce qui pourrait être mis en commun. Je pense en particulier, il y a eu un gros travail fait sur le foncier et c'est pas forcément évident d'aller ouvrir les portes de tous les industriels et de noter ça et ensuite de pouvoir le partager. La deuxième chose qu'on active, c'est, j'ai envie de dire, la sensibilisation, la montée en compétences sur ces sujets-là. Donc pour le coup, la métropole, elle a financé ce qu'on a appelé des masterclass pour travailler le sujet eau, circularité et climat avec celles et ceux qui travaillent chez ces industriels. Et il y avait deux messages. Il y a le message de monter en compétences, mais il y a aussi se connaître, se rencontrer, se connaître, se faire confiance pour ensuite activer des dynamiques collectives. Et dernier sujet, tout ça, le collectif y vit aussi parce qu'on y met du temps homme, temps femme. Et donc tout ça tient aussi parce qu'il y a des hommes et des femmes physiquement à Saint-Fond qui prennent ce soin d'entretenir des relations avec des acteurs industriels. Oui, dans notre précédent podcast d'ailleurs autour de l'innovation durable, Esther Finidori, la vice-présidente de la stratégie chez Schneider Electric, évoquait à ce micro justement un enjeu majeur pour l'avenir selon elle, collaborer. On n'aura pas toutes les solutions tout seul. Dit comme ça, c'est évident, mais enfin, c'est pas toujours la réaction immédiate dans les organisations. Et puis, deuxièmement, l'innovation est très locale. L'innovation se fait avec des clients et des partenaires. Une fois qu'on a bien ces deux convictions qui sont arrêtées, de fait, on travaille sur des modèles qui impliquent très fortement tout un tas de parties prenantes. Il y a les clients. Il peut y avoir, sur certaines innovations, évidemment, le gouvernement. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à créer ces boucles d'innovation, d'itération avec des partenaires. Et nous, on a engagé en 2015 une réorganisation autour de la méthode agile, qui est, je suis sûre, bien connue, mais qui consiste à faire exactement ça, en fait. C'est arriver à travailler dans un écosystème d'innovation ouvert, sur des cycles très courts, pour construire et surtout le faire de la manière la plus ouverte et collaborative possible, puisque c'est comme ça qu'on va créer de la valeur, en fait, sur nos marchés. Frédéric Laroche, une réaction, tu es d'accord ? Je souscris pleinement à l'enjeu collaboratif et de l'innovation collaborative et locale. Nous, c'est notre mode de faire, puisque en tant que pôle de compétitivité, et là je sors un peu du cadre de Déclic, notre vocation c'est notamment d'accompagner la construction de projets de recherche et développement qui le plus souvent sont collaboratifs et qui vont associer une start-up, un groupe, un laboratoire public pour conduire ensemble justement un développement, une innovation qui, on l'espère, trouvera un marché, mais aussi qui répondra à des enjeux de durabilité. Donc oui, je souscris pleinement et Déclic s'inscrit aussi complètement dans cette logique de collaboration et d'innovation. Frédéric Laroche, selon le dernier rapport du Capgemini Search Institute sur la réindustrialisation de l'Europe et des États-Unis, 56% des dirigeants pensent que la réindustrialisation entraînera une transition vers des pratiques de fabrication durables. Comment est-ce qu'on peut concilier les impératifs économiques et écologiques ? Alors évidemment, ça peut apparaître comme un grand écart assez audacieux, mais la réindustrialisation qui, on l'espère, est en cours dans notre pays, elle sera durable ou elle ne sera pas dans la durée. En fait, il n'y a juste pas d'alternative. Vu l'urgence climatique et les enjeux de pénurie de ressources, en fait, c'est juste un passage obligé. Alors bien sûr, il y a des contraintes économiques qui pèsent sur les acteurs économiques, les industriels, des contraintes de marché, des contraintes de concurrence, et la transformation écologique rajoute
rajoute une pierre dans le sac à dos de ces industriels, il va y avoir de la casse. Mais on a intérêt d'encourager les démarches des pionniers qui effectivement constitueront le socle industriel de demain. Et en plus, on a la chance alors, en France d'avoir pour ce faire aussi le soutien des pouvoirs publics, l'État avec France 2030, la région, les métropoles. Et pour finir, je pense que cet enjeu de transformation, il est aussi appelé par le caractère juste indispensable de le mener pour que les industriels, les acteurs économiques demain trouvent aussi les talents qui voudront bien aller travailler dans leurs entités, dans leurs usines. Et ça sera forcément des industries responsables et durables. Si elles ne le sont pas, ils ne pourront plus recruter. Emeline, est-ce qu'il y a un peu un mode d'emploi, une méthodologie type justement pour aborder ce type de situation, notamment quand on arrive aux affaires? On démarre par quoi? On démarre, comme l'a dit Frédéric, une des énormes vulnérabilités des acteurs productifs, c'est la question de leur vulnérabilité matière, approvisionnement. Donc il faut avoir un bon diagnostic territorial et on a la chance d'avoir fait une mesure de l'empreinte matérielle de notre économie. Dit autrement, on a clairement en tête tout ce dont nos industriels ont besoin pour produire les biens et les services qu'ils remettent après en marché. Et donc ça, c'est important. Le deuxième élément à avoir en tête, et Frédéric l'a dit, on a une grosse vulnérabilité matière, matériaux et eau, mais on a aussi une infinie vulnérabilité recrutement et fidélisation des salariés. Alors ça se joue pas forcément dans les grands groupes mondiaux qui sont en capacité, pour être clair, de mettre le salaire en face, mais quand on est dans une ETI, une PME, une PMI, pour garder votre super ingénieur dans votre bureau d'études, la meilleure des façons, c'est quand même d'avoir une stratégie, une trajectoire climat, carbone, économie circulaire. Et si vous n'êtes pas au rendez-vous en tant que décideuse, en tant que dirigeant, vous les perdez, vos salariés. Justement, pour une métropole comme la vôtre, quels sont vos moyens d'agir? Bien sûr, on peut mettre des moyens financiers, sans doute, mais quoi d'autre? Alors, on a une vraie stratégie industrielle à l'échelle du territoire et donc plus spécifiquement aussi qui vaut pour la vallée de la Chimie. Mais dire qu'on mobilise de l'argent public aussi bien pour animer des écosystèmes, donc filière d'activité économique par filière d'activité économique et en plus sur le territoire spécifiquement vallée de la Chimie, mais aussi deux exemples qui illustrent en fait notre volontarisme et notre interventionnisme. On est les seuls en France, on a créé un fonds d'amorçage industriel à impact pour dire plus simplement qui est opéré par Déméter. Donc vous pouvez sourcer les choses sur Internet. Dit autrement, on rentre au capital de jeunes entreprises innovantes au moment de l'amorçage et au moment de leur développement pour compléter les chaînes de valeur. Il se trouve qu'il y a 2 entreprises qui sont sur la vallée de la Chimie dans lesquelles on est rentré au capital. Recycle Elite, qui fait du recyclage de polymères, qui est un sujet qui est vraiment devant nous et vital. Et une autre entreprise, Ictios, qui, pour faire très simple, utilise les peaux de poisson de l'alimentaire pour en faire du cuir pour de la maroquinerie. Ça illustre très clairement notre volontarisme pour maintenir et développer une industrie décarbonée et circulaire. On va lancer aussi un accélérateur d'industrie circulaire. On s'est engagé à maintenir au plan local d'urbanisme et d'habitat tous les fonciers productifs, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les territoires de France. On active aussi une fondation pour travailler les sujets de médiation industrielle, parce qu'on le dit tous les deux, Frédéric et moi, mais c'est important aussi de renvoyer un message très clair à la jeunesse et aux hommes et aux femmes en reconversion professionnelle. Oui, on a besoin d'ingénieurs, mais on a aussi besoin de techniciennes, de techniciens, d'opérateurs, d'opératrices. Sans cela, les activités productives, elles ne tiennent pas. Donc on mobilise de l'argent public, on crée des outils et, dernier sujet, on porte aussi un plaidoyer à l'échelle nationale et européenne pour adapter un petit peu les politiques publiques, quand bien même il y a beaucoup de volontarisme sur ces sujets de souveraineté et d'industrie, pour que ça fasse vraiment écho dans les territoires. France 2030, Frédéric, c'est un dispositif utile, indispensable peut-être ? Alors, en tant que pôle de compétitivité, effectivement, France 2030, c'est une opportunité vraiment géniale de susciter l'accélération et l'émergence de projets de transformation. Je vais faire court. Et pour nous, Accélera, d'accompagner ces projets, donc, qui peuvent être portés par des industriels. Et Déclic, encore une fois, est un exemple, puisque c'est un projet qui est sorti dans un appel à projet ZIBAC, donc qui s'inscrit dans le cadre de France 2030. Donc ça, c'est vraiment vertueux. Et encore une fois, c'est vertueux à l'origine par l'État. Les industriels ou les pôles qui accompagnent les industriels peuvent s'en saisir. Et puis, on le voit pour Déclic, les acteurs publics locaux comme la métropole peuvent aussi apporter leur contribution pour faire projet. Après, peut-être que
Donc c'est bien, l'État met de l'argent pour accompagner ces projets et c'est nécessaire, mais l'État ne peut pas non plus être partout. Et aujourd'hui, il faut aussi que les investisseurs institutionnels privés reprennent l'habitude de soutenir des projets industriels, des projets capitalistiques. Et là, il y a encore du chemin à faire sur cette partie-là. On préfère d'autres véhicules, c'est ce que vous voulez dire, d'investissement, notamment pour les investisseurs institutionnels ? Les investisseurs institutionnels privés, je pense qu'ils ont été habitués ces derniers temps dans le mouvement de désindustrialisation qui a couru quand même pendant 20 ans, 30 ans, à regarder plutôt des activités orientées ces derniers temps sur le numérique, la tech, où il y a moins de capital aussi, et puis peut-être des retours plus rapides. Et là, on doit réhabituer un peu, je pense, cet environnement-là à soutenir et apporter aussi sa contribution à l'effort de réindustrialisation auquel on doit tous concourir. Voilà, le message est passé. Emeline Baume, tu parlais tout à l'heure des besoins matières, de tous ces enjeux, bien sûr, stratégiques. La circularité, elle fait partie de la solution, notamment pour sécuriser les approvisionnements. Oui, on s'est rendu compte, alors le grand public s'en est rendu compte au moment de la crise sanitaire, mais les industriels, pour certains, s'en sont bien rendus compte. L'envolée de certains prix de matières premières, de matériaux, fait qu'au final, ils ne s'en sortent plus, ou ils intuitent qu'avec les risques géopolitiques, ils ne s'en sortiront plus. Donc, ils ont intérêt, comme on dit dans le jargon, à éco-concevoir, à avoir vraiment une approche durable de leur approvisionnement, penser l'extension de la durée de vie, penser les questions de rétrofit, de remanufacture, etc. Et donc tout ça, en fait, c'est revoir son modèle d'affaires et travailler la question de la circularité, en ayant à l'esprit qu'on a la chance d'être sur un territoire où on a une multiplicité de solutions pour sensibiliser et accompagner. Je pense, nous, on a la chance d'avoir une structure qui s'appelle la Ruche Industrielle, donc qui est une association qui est soutenue par la métropole, qui permet à des industriels de travailler dans des cercles de confiance, sous-entendu sans fuite d'informations, et donc de mettre des gens qui sont en concurrence ensemble pour voir finalement comment ils travaillent plus et mieux ces sujets-là. Et en général, ils en ressortent avec des solutions. On a la Convention des entreprises pour le climat qui travaille bien ces objets-là, et on a pas mal d'industriels. Il y en a même une spécifique industrielle à l'échelle nationale. Et je voulais terminer sur le fait que on a beaucoup parlé de l'énergie pendant un temps. Là, nous, sur notre territoire, mais sur d'autres territoires, on a un sujet eau. Et le pas d'après, c'est vraiment cette question matière-matériaux, parce que quand bien même on aurait du lithium en France, ça suffira pas, ou d'autres minéraux. Et on le sait, et c'est ça qui fera aussi la robustesse des chaînes de valeur à l'échelle européenne et française, c'est d'avoir des modèles circulaires. Emeline, tu viens de nous parler de l'eau. C'est un enjeu majeur là sur lequel vous travaillez justement dans cette vallée de la chimie, et plus globalement sur les sujets économie sur la métropole de Lyon. Oui, il y a 3 sujets autour de l'eau. Le premier sujet qui fait un peu l'actualité, c'est la question des rejets en fait au milieu naturel. Là, je pense aux perfluorés entre autres, mais il y a d'autres sujets. Donc avec un plan micropolluant et puis un accompagnement des acteurs productifs à vraiment respecter la réglementation et pouvoir adapter leur process de production aux exigences de réception dans nos stations d'épuration, pour être clair, et demain dans notre méthaniseur. Le deuxième sujet, c'est la préservation de la ressource. Donc en fait, c'est la quantité d'eau que vous utilisez dans vos process productifs. Il y a vraiment un sujet autour du recyclage de l'eau à l'échelle d'un site de production et de plusieurs sites dans une approche d'écologie industrielle et territoriale. Et le troisième sujet, qui n'est pas un sujet vulnérabilité de la ressource en eau et du vivant, mais qui est un sujet du bon usage de la ressource en eau. En fait, on parle de la vallée de la chimie qui est le long du Rhône, le long du fleuve, et on souhaite, dans une logique de décarbonation, accélérer et activer plus et mieux la logistique sur le fleuve, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a un gros programme le long, de la Méditerranée et surtout le Rhône qui est travaillé à l'échelle nationale, mais c'est aussi une autre approche de la ressource en eau qui est de l'utiliser comme transporteur, quoi. Frédéric, au niveau des membres d'Accéléra justement et de ce que tu constates, l'eau, c'est même une préoccupation, on peut dire ça ? C'est une préoccupation là aussi, on la voit peut-être plus d'évidence quand il y a des épisodes caniculaires pour les citoyens, pour les agriculteurs, mais pour l'eau dans les procédés industriels, c'est un enjeu de process industriel. Et s'il y a une problématique d'accès à l'eau, potentiellement, on peut avoir des arrêts
process qui est dans la chimie problématique. Donc les sujets effectivement eau, industrie, nous on les a au niveau d'accélérateur dans notre feuille de route de manière durable pour le coup. Et c'est un lot d'études également dans le projet Déclic qui mobilise plusieurs industriels pour voir ensemble encore une fois comment optimiser peut-être les quantités qui sont pompées, comment on peut plutôt que pomper, refroidir, rejeter, peut-être recycler, réutiliser dans des boucles, encore une fois, soit à l'échelle d'un site, soit en intersite, pour essayer d'apporter là aussi une contribution à un meilleur usage de l'eau de manière générale. La circularité, justement, Frédéric Laroche, cette économie circulaire, donc cette industrie circulaire, c'est vraiment un levier efficace pour réindustrialiser, mais de manière plus durable. On tient vraiment là un outil majeur, selon toi ? C'est un outil, alors parmi d'autres, mais qui effectivement a un fort effet levier, notamment parce qu'on va économiser de la matière première, qu'on n'ira pas sourcer, et en tout cas en partie, et qu'on pourra effectivement recycler. Donc sous l'angle matériaux et produits, je dirais que les logiques de recyclage et de boucle de matériaux et produits en fin de vie qu'on peut remettre finalement dans la production de nouveaux matériaux et produits, c'est heureux. Et je pense qu'il y a aussi un sujet sur l'économie circulaire qui du coup est peut-être un peu moins spontanément cité et qui s'apparente presque plus à une dimension d'écologie industrielle et territoriale. C'est aussi des enjeux d'économie circulaire sur des thématiques où on l'attendait moins, typiquement l'eau, le reuse de l'eau, la recyclabilité de l'eau dans des procédés industriels à l'échelle d'un site ou en multisite, justement, à l'échelle d'une plateforme industrielle. De la même manière, le recyclage des sols, des cités sols pollués, avec la capacité à retrouver des usages pour des sols, alors soit pour réimplanter de l'activité industrielle, soit pour d'autres usages. Et finalement, ces logiques de circularité, elles vont bien au-delà de ce qu'on voit d'évidence sur la partie matériaux et produits. C'est une approche finalement très transversale qu'on peut appliquer sur d'autres thématiques. Et d'ailleurs, Frédéric, on parle beaucoup de souveraineté industrielle. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu citoyen d'acceptabilité sociale et pourquoi ? Alors oui, en fait, l'acceptabilité sociale pour les activités industrielles, et encore une fois, si on fait la focale sur la vallée de la chimie, ça a été un sujet depuis ces 30 dernières années, à différents titres, désindustrialisation, donc le rapport à l'industrie locale pour les populations locales s'est délité. Et aujourd'hui, on a un sujet d'acceptabilité sociale au regard de la compatibilité des activités face aux enjeux climatiques, environnementaux. Donc en fait, on a un ajout successif de sujets d'acceptabilité, et bien sûr, l'industrialisation. Je le disais tout à l'heure, les industriels qui seront là demain seront ceux qui seront durables, en termes de durabilité sur le marché, mais aussi effectivement d'un point de vue local, en termes d'ancrage territorial et d'acceptabilité par les populations. Et c'est encore une fois ce qui permettra aussi pour eux de trouver des talents, peut-être aussi localement, sinon ils n'y arriveront pas. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour cet échange. C'était évidemment très intéressant. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais aussi beaucoup de choses déjà faites. Emeline Baume, je le rappelle, tu es vice-présidente à la métropole de Lyon et Frédéric Laroche, directeur général d'Accélera. Alors, si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner, laissez des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées, puis partagez bien sûr cet épisode autour de vous. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Objectifs Durables, le podcast de Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui agissent en faveur d'un avenir plus durable.